Le sujet de la formation est assez dense et je vous invite à vous inscrire massivement pour découvrir sa consistance et la passion liée à l'ensemble des procédures devant aboutir au recoupement forcé des créances. La réalisation des garanties est une problématique assez majeure qui mérite une attention particulière des acteurs du recoupement et autres acteurs de la gestion du financement de la clientèle. C'est donc dans ce cadre que la thématique sera abordée en relevant le rôle de l'agent d'exécution et le rôle d'autres auxiliaires de justice. Mais au préalable, un rappel des sûretés au regard du droit au HADA sera fait à l'emploi des participants à la formation et il sera beaucoup plus un cadre d'échange et de partage d'expérience qu'un enseignement théorique. C'est pourquoi le sujet sera abordé à travers les saisies immobilières, précisément les saisies conservatoires et les saisies mesures d'exécution et les saisies immobilières également. Le thème est ainsi développé pour entrer dans le vif du sujet, mais les échanges pourraient aussi évoquer certaines règles de saisie relatives au sujet des saisies, à la créance elle-même et aux opérations de saisie proprement dites. Le sujet de la formation est assez dense et je vous invite à vous inscrire massivement pour découvrir sa consistance et la passion liée à l'ensemble des procédures devant aboutir au recoupement forcé des créances. La réalisation des garanties est une problématique assez majeure qui mérite une attention particulière des acteurs du recoupement et autres acteurs de la gestion du financement de la clientèle. C'est donc dans ce cadre que la thématique sera abordée en relevant le rôle de l'agent d'exécution et le rôle d'autres auxiliaires de justice. Mais au préalable, un rappel des sûretés au regard du droit au HADA sera fait à l'emploi des participants à la formation et il sera beaucoup plus un cadre d'échange et de partage d'expérience qu'un enseignement théorique. C'est pourquoi le sujet sera abordé à travers les saisies immobilières, précisément les saisies conservatoires et les saisies mesures d'exécution et les saisies immobilières également. Le thème est ainsi développé pour entrer dans le vif du sujet, mais les échanges pourraient aussi évoquer certaines règles de saisie relatives au sujet des saisies, à la créance elle-même et aux opérations de saisie proprement dites. Le sujet de la formation est assez dense et je vous invite à vous inscrire massivement pour découvrir sa consistance et la passion liée à l'ensemble des procédures devant aboutir au recoupement forcé des créances. La réalisation des garanties est une problématique assez majeure qui mérite une attention particulière des acteurs du recoupement et autres acteurs de la gestion du financement de la clientèle. C'est donc dans ce cadre que la thématique sera abordée en relevant le rôle de l'agent d'exécution et le rôle d'autres auxiliaires de justice. Mais au préalable, un rappel des sûretés au regard du droit au HADA sera fait à l'emploi des participants à la formation et il sera beaucoup plus un cadre d'échange et de partage d'expérience qu'un enseignement théorique. C'est pourquoi le sujet sera abordé à travers les saisies immobilières, précisément les saisies conservatoires et les saisies mesures d'exécution et les saisies immobilières également. Le thème est ainsi développé pour entrer dans le vif du sujet, mais les échanges pourraient aussi évoquer certaines règles de saisie relatives au sujet des saisies, à la créance elle-même et aux opérations de saisie proprement dites. Le sujet de la formation est assez dense et je vous invite à vous inscrire massivement pour découvrir sa consistance et la passion liée à l'ensemble des procédures devant aboutir au recoupement forcé des créances. La réalisation des garanties est une problématique assez majeure qui mérite une attention particulière des acteurs du recoupement et autres acteurs de la gestion du financement de la clientèle. C'est donc dans ce cadre que la thématique sera abordée en relevant le rôle de l'agent d'exécution et le rôle d'autres auxiliaires de justice. Mais au préalable, un rappel des sûretés au regard du droit au HADA sera fait à l'emploi des participants à la formation et il sera beaucoup plus un cadre d'échange et de partage d'expérience qu'un enseignement théorique.
C'est pourquoi le sujet sera abordé à travers les saisies immobilières, précisément les saisies conservatoires et les saisies mesures d'exécution et les saisies immobilières également. Le thème est ainsi développé pour entrer dans le vif du sujet, mais les échanges pourraient aussi évoquer certaines règles de saisie relatives au sujet des saisies, à la créance elle-même et aux opérations de saisie proprement dites. Le sujet de la formation est assez dense et je vous invite à vous inscrire massivement pour découvrir sa consistance et la passion liée à l'ensemble des procédures devant aboutir au recouvrement forcé des créances. La réalisation des garanties est une problématique assez majeure qui mérite une attention particulière des acteurs de recouvrement et aux acteurs de la gestion du financement de la clientèle. C'est donc dans ce cadre que la thématique sera abordée en relevant le rôle de l'agent d'exécution et le rôle d'autres auxiliaires de justice. Mais au préalable, un rappel des sûretés au regard du droit WADA sera fait à l'emploi des participants à la formation et il sera beaucoup plus un cadre d'échange et de partage d'expérience qu'un enseignement théorique. C'est pourquoi le sujet sera abordé à travers les saisies immobilières, précisément les saisies conservatoires et les saisies mesures d'exécution et les saisies immobilières également. Le thème est ainsi développé pour entrer dans le vif du sujet, mais les échanges pourraient aussi évoquer certaines règles de saisie relatives au sujet des saisies, la créance elle-même et aux opérations de saisie. Le sujet de la formation est assez dense et je vous invite à vous inscrire massivement pour découvrir sa consistance et la passion Olivier. Ah, ok, à l'ensemble des d'accord. procédures devant aboutir au recouvrement forcé des créances. La réalisation des garanties est une problématique assez majeure qui mérite une attention particulière des acteurs du recouvrement et aux acteurs de la gestion du financement de la clientèle. C'est donc dans ce cadre que la thématique. Alors, c'est à 14 heures. Mais au préalable, un rappel des sûretés au regard du droit WADA sera fait à l'emploi des participants à la formation et il sera beaucoup plus un cadre d'échange et de partage d'expérience qu'un enseignement théorique. C'est pourquoi le sujet sera abordé à travers les saisies immobilières, précisément les saisies conservatoires et les saisies mesures
Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, cet après-midi, pour notre webinaire gratuit sur le thème de la gestion des réclamations et plaintes dans une institution, surtout comment les institutions vont réussir cette gestion de réclamations et des plaintes, puisque de plus en plus, au-delà de l'aspect commercial, ça devient un aspect réglementaire. Alors, je voudrais m'assurer que vous m'entendez bien et que vous me voyez aussi. Si oui, je voudrais vous inviter à me le notifier dans la boîte de messagerie. Alors, nous sommes très heureux de votre présence. Ça fait depuis 2 années que vous êtes avec nous dans nos webinaires et aussi dans nos formations en ligne. Nous sommes très heureux de votre confiance. Et aujourd'hui, c'est un après-midi et c'est un webinaire gratuit. Et nous avons la chance et l'opportunité d'avoir M. Diondo Patrick qui va nous parler un peu de la gestion des réclamations, surtout le travail qu'il est en train de faire dans ce domaine à travers un système, une solution digitale qui permet aujourd'hui de gérer les réclamations et plaintes dans les institutions. Alors, comme je le disais, nous sommes un jeune cabinet qui est basé au Bénin, qui essaye de développer des offres de services de formation d'assistance technique de gestion de microfinance en ligne. Et depuis 2021 que nous avons commencé nos formations en ligne payantes, nous avons quand même fait du chemin grâce à vous. Cette année déjà, nous avons réalisé 10 ateliers déjà, dont un appel PAC qui a été réalisé en 2 séances. Et nous voudrons vraiment vous remercier pour la confiance et pour l'honneur que vous nous faites. Et nous allons continuer toujours avec votre soutien les années à venir, tout en essayant d'améliorer nos services et nos offres de services pour vous donner davantage de satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, pour les gestions de microfinance que nous constituons, pour la plupart, la formation en ligne offre plusieurs opportunités pour nous parce que ça réduit les coûts, ça nous permet de nous former à moindre coût sans être obligé de nous déplacer, sans être obligé de chercher des intérimaires et ainsi de suite. Et surtout, souvent, notre disponibilité. Donc, nous sommes conscients que c'est quelque chose qui va vous profiter puisque grâce à nous, vous avez la possibilité d'avoir des experts de divers horizons. Aujourd'hui, vous avez M. Diondo qui est là, qui va vous échanger avec vous. Et ainsi de suite, nous avons cette capacité à mobiliser les acteurs et nous les remercions déjà pour leur confiance. Et cet après-midi, nous allons parler un peu de la gestion des plaintes. Mais avant, nous allons vous informer de nos prochains ateliers de formation en ligne. Le prochain, qui vient tout de suite, c'est le 13 octobre. Et on vient de présenter un peu la vidéo de présentation de cette formation-là. C'est sur les sûretés mobilières et immobilières, comment on les réalise et surtout les contraintes. Parce que une chose est de prendre des garanties, une chose est de les réaliser et savoir comment les réaliser. Parce que ça, c'est à rien d'avoir. Nous ne sommes pas des institutions immobilières pour avoir beaucoup de garanties dans nos états financiers. Donc, il ne faut pas avoir les réaliser. Mais cette réalisation n'est souvent pas facile. Donc, on va vous faire profiter de l'expérience d'autres acteurs qui ont eu à réaliser des garanties, comment ça se passe et comment on peut gérer les contraintes et pouvoir en tirer profit pour son institution. Okay? Donc, c'est M. Michi Olodo, qui est un expert juriste, c'est lui qui va nous entretenir. Nos frais de formation n'ont pas changé. C'est 20 000 francs, 40 dollars. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 12 octobre. Alors, après celui-là, on a un autre qui va venir le 19 octobre et qui va parler de l'élaboration du budget. C'est un processus qui, lorsque nous réalisons nos missions de diagnostic dans les institutions, on voit que c'est un processus qui n'existe pratiquement pas, ou bien lorsqu'il existe, n'est pas très bien maîtrisé. Donc, comment on fait un budget? Pourquoi faire un budget? Comment on fait un budget? Comment vraiment faire un budget cohérent qui exprime les principaux défis aussi bien stratégiques qu'opérationnels des institutions et qui les aide à traduire tout cela en revenus et en dépenses. Et pour le faire, nous avons un expert togolais, M. Valère Keglo, qui viendra échanger avec nous au même tarif
le 19 octobre 2022. Pardon, le 20 octobre 2022. Et la date limite d'inscription, c'est le 19 octobre. Donc, nous voudrons compter sur vous pour votre participation comme d'habitude. Nous voulons déjà remercier ceux qui se sont déjà manifestés pour ces ateliers-là. Alors, moi, c'est Fonton Sylvestre Ronfou, je suis le directeur gérant du cabinet et c'est ma responsabilité de conduire aujourd'hui ce webinaire-là avec mon collègue et ami Patrick Dondo. Donc, ce webinaire va être fait dans un format d'entretien où M. Dondo va répondre à certaines questions que j'aurai à lui poser. Donc, il va se présenter à nous très bientôt. Mais avant, je voudrais vous inviter à vous présenter vous-même dans la boîte de messagerie. Donc, autant que vous êtes, je voudrais vous inviter à envoyer vos noms et prénoms, organisation, fonction actuelle et aussi votre email pour que nous puissions garder le contact dans la boîte de messagerie. Donc, présentez-vous dans la boîte de messagerie suivant ces points-là en ajoutant votre adresse mail. Alors, nous allons démarrer le sujet du jour et revenir un peu sur le contexte de ce webinaire-là. Pourquoi nous avons voulu organiser ce webinaire? Bon, il faut dire que le webinaire, c'est dans nos habitudes. On a commencé par là en 2020 et ça permet de discuter de certains sujets d'actualité avec les acteurs du secteur financier et pouvoir les outiller parce qu'il faut être informé avant de pouvoir appliquer les choses, avant de pouvoir changer les choses. Alors, lorsque nous constatons l'évolution du secteur, lorsque nous sommes dans les institutions, lorsque nous utilisons nous-mêmes les services financiers, on se rend compte que formuler une plainte est souvent compliqué. Et lorsque vous arrivez à le faire, eh bien, c'est parfois difficile d'avoir des réponses appropriées à temps, ainsi de suite. Donc, on a un contexte où les services des institutions évoluent, hein, le secteur financier dans sa globalité évolue, dynamique, mais la préoccupation de l'écoute des clients, de pouvoir lui donner satisfaction, n'est souvent pas très bien formulée, n'est pas très bien maîtrisée. Et de même, avec la digitalisation, le client n'a pas d'oreille parce qu'il est tout seul sur son téléphone portable, il peut faire des opérations, mais quand ça ne marche pas, il n'a souvent pas un recours à travers ce téléphone-là, il faut se déplacer, et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie problématique liée à la gestion des réclamations des plaintes des clients pour s'adapter vraiment à l'évolution du secteur. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons une réglementation qui commence par apparaître et qui demande aux institutions de mettre en place des dispositifs. D'accord? Alors, comment régler toutes ces choses-là et faire en sorte que vraiment les institutions puissent réussir? Parce qu'il ne suffit pas de mettre une boîte à suggestions ou bien d'avoir une solution digitale. Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour que ça soit un élément, une motivation supplémentaire au-delà du besoin de se conformer à la réglementation, que gérer les plaintes et les réclamations des clients soit aussi quelque chose qui profite à l'institution. Donc, voilà un peu le contexte. Et pour le faire, nous avons eu l'opportunité de la présence de M. Dondo qui va se présenter à vous. Donc, c'est le premier consultant expert évaluateur confirmé de Smart Campaign, puis de Series, et qui continue toujours à travailler dans tout ce qui est lié à la protection des clients, à la gestion de performance sociale. Et je pense que c'est de là qu'est venue l'idée du développement de la solution digitale Satis qui permet de gérer les plaintes. Je pense qu'il va revenir un peu sur sa présentation tout à l'heure et répondre à nos questions. Donc, comme je vous l'avais dit, le format va être comme un entretien. Et juste après l'entretien que j'aurai avec lui, vous pouvez poser vos questions. Alors, pendant l'entretien, les discussions que j'aurai avec lui, vous pouvez, si vous avez des préoccupations, les faire paraître dans la boîte de messagerie. Et à la fin, je pourrai lui faire le retour. D'accord? Alors, pour faciliter la discussion, on va couper les micros pour tout le monde. Les caméras sont déjà coupées. Donc, c'est quand vous avez envie de poser une question que vous levez la main. Quand vous regardez bien en bas de votre écran, il y a un symbole de main là. Quand vous voulez poser une question, vous levez la main. Mais nous allons avoir quand même la patience d'attendre la fin de l'interview avant de lever les mains pour pouvoir prendre la parole. Mais si pendant l'interview, vous avez des questions qui vous viennent en esprit, eh bien, écrivez dans la boîte de messagerie. On pourra à la fin faire le point et vous donner satisfaction. Donc,
merci à tous ceux qui sont déjà en train de se présenter dans la boîte de messagerie avec leur email. Je voudrais inviter tout le reste à le faire. Nous sommes déjà une trentaine dans la séance, donc c'est très bien. Une fois encore, merci. Alors, Monsieur Diondo, bienvenue. Et merci beaucoup pour la disponibilité. On sait que les agendas ne sont pas souvent faciles à gérer, surtout vers la fin de l'année où tous les clients attendent le dernier moment pour faire les activités. Alors, vous allez essayer de vous présenter à nos invités, à nos participants, avant qu'on aborde les questions liées à la thématique. Très bien, merci beaucoup Sylvestre. Bonjour chers participants, participantes et participants. Merci pour cette occasion que tu me donnes de partager ma modeste expérience en la matière. Je suis Patrick Diondo, je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement consultant d'abord, voilà, sur les performances sociales, la protection des clients. Ça fait une petite dizaine d'années que j'ai commencé à travailler sur cette thématique-là. Entre-temps, c'est beaucoup études de marché, enquête de satisfaction, etc. Voilà, donc c'est autant de choses qui m'ont naturellement poussé vers plus de focus sur le client. Et plus récemment, ces 3 dernières années, j'ai beaucoup plus travaillé sur le système de gestion environnementale et sociale qui permet donc d'englober toutes ces questions-là au niveau des décisions financières. Soit dit en passant, c'est aujourd'hui des exigences au niveau des bailleurs. Donc oui, je suis Patrick Diondo, je suis le directeur de DMD, qui est un cabinet, ça fait 14 ans maintenant que nous existons. Et depuis 4 ans, également le directeur de Satis FinTech SA, qui est spécialisé dans les solutions de gestion des réclamations pour les institutions financières, sachant qu'au niveau de DMD, voilà, on développe d'autres solutions. Voilà, donc c'est ce que je fais principalement. J'ai eu l'opportunité de travailler avec différents acteurs du secteur financier. Nous sommes avec les institutions de microfinance. J'ai eu à travailler également avec des banques commerciales, avec des groupes bancaires, avec des observatoires, donc on rentre dans les régulateurs, et aussi avec quelques banques centrales, 3 banques centrales en tout. Donc voilà, c'est cette somme d'expériences variées. Les enjeux n'étaient pas les mêmes d'un acteur à un autre. Voilà, que je voudrais partager avec tous les participants qui sont dans ce webinaire pour qu'on puisse voir de part et d'autre quelles sont les exigences et comment est-ce qu'on peut soi-même tirer parti en tant qu'institution, mais aussi être en conformité avec la réglementation et satisfaire ses clients. Voilà, merci. Merci pour cette présentation, Patrick. Alors, nous allons voir la première question. Aujourd'hui, quelle est la place des réglementations des plaintes dans la relation avec les institutions financières et les clients? Alors, la place... Est-ce qu'on peut dire que les plaintes et les réclamations se retrouvent au cœur des relations que les clients ont avec les institutions financières? Malheureusement, non. Et le contraire, ou bien le contraire? Malheureusement, non. Je dis malheureusement parce que on est encore nombreux. Il y a de très, très nombreuses institutions qui n'ont pas encore compris tout ce qu'elles peuvent gagner en gérant mieux les réclamations des clients. Et quand je dis gérer, c'est d'abord 3 choses. C'est d'abord définir ce qu'on veut faire, c'est exécuter et mesurer, et c'est après, surtout, pouvoir améliorer sa pratique. Et ça, il y a très peu d'institutions qui sont dans cette dynamique. Je me suis amusé à regarder un peu les statistiques, les benchmarks que propose Cerise, et on se rend compte que lorsqu'il y a les évaluations, c'est toujours cette dimension-là qui est la moins bien notée. La moins bien notée. Voilà. Les institutions, c'est plus de 80% qui ne sont pas conformes en matière de gestion des réclamations. C'est dramatique. Parce qu'on se demande si elles-mêmes, elles comprennent ce pourquoi elles existent, et même le côté même business de la chose. Parce que dans la définition de la qualité, lorsqu'on est dans le système de la qualité, la première chose, c'est qu'une organisation n'existe pas sans son client. Donc, vous ne pouvez pas exister, penser que vous voulez faire des affaires, gagner de l'argent et ignorer ce que le client pense de vos produits, de vos services et de comment est-ce que vous fonctionnez. Donc voilà, ça c'est dommage. Donc pour répondre concrètement à ta question,
La place, c'est la cinquième roue de la carrosse. C'est complètement derrière quelque part. En tout cas, c'est pas ça qui roule. Et c'est bien dommage. Donc, c'est comme s'il y a une réclamation où on a deux acteurs qui sont ensemble et qui pensent qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de difficultés ou bien des solutions à trouver à leurs difficultés ensemble. On ne s'écoute pas. C'est comme un mariage, il n'y a pas de communication. Exactement, exactement. Okay. Et tu fais bien, Sylvestre, de parler de mariage. Parce que, oui. Tu vois, vous voyez tous, c'est le conjoint, je reprends ton exemple, c'est le conjoint qui n'a pas envie de partir, qui se plaint. C'est lui qui dit, voilà, telle chose, ça ne marche pas, je veux que ça change. Celui qui veut partir, il attend, voilà, quand tout ce qu'il cherche, c'est bon, il ramasse quelqu'un qui s'en va. Tu vas peut-être rentrer à la maison, tu vois que plus personne. Et c'est de la même façon qu'au niveau des institutions de microfinance, c'est le client qui a envie de rester, qui formule une plainte. L'autre, il attend de rembourser son crédit et vous allez constater après qu'il est parti. Il est parti. Quand 6 mois après, lorsque les comptes inactifs vont grossir. Exactement. C'est ça qui est dommage. J'ai déjà vu des institutions dans lesquelles on met beaucoup l'accent sur le recrutement des commerciaux, on définit des primes, etc., pour qui va ouvrir tel nombre de comptes par mois, qui va placer tel nombre de crédits par mois. Et à côté, il y a 50% de comptes inactifs. Tout à fait. Donc, voilà, ça c'est comme ça qu'on fonctionne malheureusement et c'est bien dommage. Donc, on constate bien maintenant que généralement dans la relation que les institutions financières avec les clients, il n'y a pas de place pour, pour la gestion des plaintes. Non, du tout. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est comment on appelle? C'est une manque de connaissances, un manque d'intérêt? C'est beaucoup de choses. Un manque de moyens? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je vais peut-être commencer par quelque chose. J'espère que les amis qui sont dans ce webinaire ne vont pas être choqués par ce que je vais dire. Je pense que c'est d'abord une question d'ignorance. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas que le retour client, je dis ça comme ça, pas forcément réclamation, le retour client est quelque chose qui nous permet, nous, de nous améliorer. Et de nous améliorer au moins sur 3 points. Le premier point, qui est peut-être le plus évident, c'est par rapport aux produits et services financiers. C'est-à-dire que lorsque le client dit qu'il y a un dysfonctionnement, ça veut dire que sur les caractéristiques du produit, il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc, en termes d'adéquation de l'offre par rapport aux besoins et préférences des clients, il y a un problème. Donc, en ayant ce retour, j'ai la possibilité de pouvoir m'améliorer, voilà, mes produits dans leur caractéristique. Deuxième élément, c'est par rapport à la façon dont je fournis les services. Donc, dans les prestations en elles-mêmes. Ça peut être en termes de process, hein. Peut-être qu'il y a un goulot d'étranglement. Si je constate que il y a sur le dernier trimestre 30% de réclamations qui concernent uniquement, je vais dire, retard de mise en place de crédit, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En termes de process d'analyse de crédit, ça peut déboucher sur, dans l'analyse, on peut déboucher sur, est-ce que, voilà, il n'y a pas des questions de compétences, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être même, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, en termes d'éthique, en termes de déontologie, donc ça peut permettre de déboucher sur énormément de choses et malheureusement, nous nous en privons. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, qui a trait à ce que je disais tantôt, c'est par rapport à l'éthique et la déontologie. Donc la façon dont les agents sont en relation avec les clients. Et ça aussi, c'est un élément qu'on peut améliorer simplement parce que on a tendu cette oreille-là aux clients. Et j'ai l'habitude de dire, lorsque je mets en place des mécanismes avec les institutions, c'est comme si vous démultipliez le nombre d'auditeurs que vous aviez. Parce que vous donnez la possibilité aux clients de vous dire ce qui ne va pas, y compris sur la façon dont vos agents qui vous représentent se comportent avec les clients. Et un exemple, bon, dans nos pays, on commence à mettre des radars un peu partout sur les tronçons, les axes routiers. Vous voyez, l'exemple, c'est que lorsqu'on met en place un radar, 200 mètres avant le radar, vous avez un panneau qui signale.
On peut se demander, maintenant, pourquoi ils mettent radar et puis on nous signale qu'il y a radar? Parce que l'objectif, ce n'est pas d'attraper l'automobiliste. L'objectif, c'est qu'il réduise sa vitesse, qu'il n'aille pas tuer quelqu'un bêtement. Donc, de la même façon, lorsque je commence par mettre en place un tel système, c'est un signal que je suis en train de donner aux agents pour dire, voilà, faites attention parce que si vous vous comportez mal, le client peut me dire, dites-moi si ce n'est pas bénéfique pour l'institution elle-même. Tout à fait. Donc, voilà, c'est autant de choses. Et voilà, il y a d'autres aspects sur lesquels je peux revenir. Tout à l'heure, je disais que vous avez un feedback sur la façon dont les produits sont conçus, sont livrés, etc. Mais c'est aussi une source de données, je suis tenté de dire, quasi gratuite. Parce qu'au lieu d'aller faire des enquêtes de satisfaction qui sont relativement coûteuses, j'en ai fait pas mal dans ma vie, tout à fait, qu'on n'arrive pas à faire souvent, lorsqu'on remarque, les meilleures institutions qui font des enquêtes, c'est tous les 2 ans. 2 ans, oui. En 2 ans, beaucoup de choses sont passées. Aujourd'hui, on a les produits digitaux, ça va très vite. La clientèle évolue, les besoins évoluent, les préférences évoluent, etc. etc. Alors qu'un dispositif d'écoute client, c'est du continu. Vous avez de l'information en continu, vous avez des feedbacks tous les jours. Donc, pourquoi s'en priver? Alors, est-ce que cette réticence par rapport à la peine, est-ce que ça ne traduit pas quelque chose de culturel? C'est-à-dire que cette difficulté à accepter les critiques ou bien de personnes qu'on pense n'ayant pas droit à la parole, comme les clients qui sont peut-être des personnes diminuées, pauvres, défavorisées. On pense qu'ils vont critiquer, pourquoi leur donner la parole pour qu'ils puissent critiquer ce que nous on fait, ce que nous on a pensé faire, on a réfléchi, ainsi de suite, alors qu'ils sont des illettrés en griffe. Ouais. Alors, j'ai 2 éléments pour répondre à ça. En réalité, ce qu'on peut considérer de culturel, avec la petite expérience que j'ai, c'est le côté représailles. C'est-à-dire que le client n'a pas envie d'être l'auteur ou la cause de la sanction de quelqu'un. Donc, il n'a pas envie d'aller dire au niveau du chef qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et que l'agent soit sanctionné. Donc, il n'a pas cette envie. C'est peut-être ce qu'on peut voir de culturel dans toute l'histoire. La peur de faire du mal à quelqu'un, un agent, de faire du boulot à quelqu'un dans son travail. C'est la seule chose que je vois de culturel dedans. Sinon, à partir du moment où la personne sort son argent pour acheter un produit, si quelque chose ne va pas, et surtout si on lui donne l'occasion de dire, elle va dire. Donc, l'autre chose, c'est que, en fait, beaucoup d'institutions regardent effectivement les clients comme des bénéficiaires, pas comme des clients. C'est-à-dire, ce n'est pas des personnes qui ont des droits, qui ont sorti de l'argent, qui achètent un produit et qui, donc, peuvent avoir des exigences dans les produits, dans la façon dont ils veulent recevoir ces produits-là. Et tant que vous n'avez pas cette façon de voir la chose, voilà, vous allez continuer de penser. Il faut faire comment on appelle, le changement de paradigme. De la vision pour voir dans les clients de véritables partenaires avec des institutions pour les accompagner dans le développement des services de qualité. Alors, de plus en plus, on a les régulateurs qui commencent par sortir des réglementations sur la gestion des plaintes et réclamations, qui sortent des arrêtés, des instructions au niveau de la BCEAO ici, du Congo, j'en ai vu, au Burundi aussi, au Cameroun, dans l'espace EMAC, ceux qui commencent par essaimer partout. Comment vous voyez cela? C'est une très bonne chose. Qui va accélérer la mise en place de la mécanisme de plainte dans les institutions? Je dirais oui et non. Oui, parce que ça devient réglementaire. Les institutions n'ont pas beaucoup de choix, elles vont y aller. Sauf que, tu donnais l'exemple tout à l'heure, Sylvestre, de notre zone ici, au niveau de la BCEAO. Au niveau de la BCEAO, c'est les banques et les institutions, les SFD de grande taille. D'accord? Donc, toutes les petites, et c'est les plus nombreuses, ne sont pas concernées. Donc ça, c'est déjà un petit bémol. Ailleurs, quand tu as cité certains pays tout à l'heure, je peux rajouter le Madagascar, je peux rajouter le Rwanda, où au Rwanda, c'est carrément une loi.
Ouais. sur la protection des consommateurs de services financiers. Donc, ce sont des choses qui vont effectivement amener les institutions à faire un pas. Je dis un pas parce que 2 ans après cette vague de réglementation sur la question, Oui. ce qu'on voit n'est pas si satisfaisant que ça. Satisfaisant que C'est-à-dire ça. que les gens essaient de bidouiller quelque chose. Quelque chose, oui, c'est ça. Voilà, pour dire, oui, nous avons un système en place. Regardez, Oui. on a un fichier Excel, on peut renseigner les réclamations. À l'ère d'aujourd'hui, où vous, la même institution, a une application mobile, propose des services digitaux, mais estime que lorsqu'il s'agit de réclamation, le client doit marcher pour venir lui dire qu'il y a telle chose. Et c'est quelqu'un qui est peut-être concerné par la réclamation qui va enregistrer cette réclamation. On va où? Donc, tu vois, on revient un peu à ce que tu disais au début. Est-ce que les gens ont compris quel est l'intérêt de la chose? Je pense que non. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, la réglementation va aider, mais pour ce que je suis en train de voir, ce n'est pas encore tout à fait ça. Et pour moi, qui ai eu la chance de travailler avec quelques banques centrales, je sais que la faute aussi vient un peu du fait qu'au niveau de la banque centrale, on n'est pas outillé. Je suis désolé de le dire dans un webinaire. On n'est pas outillé pour faire la supervision de façon adéquate. Au niveau des banques centrales, il n'y a rien. J'ai eu la chance d'être nominé cette année, sélectionné cette année au niveau de l'Alliance pour l'inclusion financière qui regroupe les banques centrales, toutes les banques centrales d'Afrique, donc 80, et au-delà, 89 pays en tout. Et dans l'une des publications de l'AFI, il est dit clairement que les systèmes de supervision de la protection des consommateurs n'existent pas. Ça n'existe nulle part. Et donc, ça doit être réinventé, ça doit être inventé au niveau local, au niveau africain dans nos pays. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de dispositif. Les inspecteurs au niveau des banques centrales, ils ne s'y connaissent pas. Donc, quand ils viennent dans une institution et qu'on leur présente quelque chose, bon, ils prennent. Voilà. Donc, voilà, tu vois, c'est beaucoup d'éléments. On voit bien qu'il y a un problème de gestion des plaintes de réglementation. On voit bien que il y a une difficulté à gérer les plaintes et les réclamations des clients. On voit que la réglementation aide un peu, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Alors peut-être qu'il faut voir maintenant de l'intérêt des institutions à réellement faire la gestion des plaintes et des réclamations. Alors si les institutions veulent s'engager réellement au-delà pour en tirer profit, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir bien gérer les plaintes et les réclamations des clients? Alors, ce n'est pas bien compliqué. J'espère que tu m'entends. L'image est figée. J'espère que tu m'entends. Oui, je t'entends très bien. OK, parfait. Alors, ce qu'il faut faire, je vais dire en 3 mots simples. C'est beaucoup plus que ça, mais la première chose, c'est de définir ce que nous voulons faire. C'est-à-dire, on dit, pour quelqu'un qui a un marteau en main, tous les problèmes ressemblent à un clou. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pris le temps de dire qu'est-ce que nous voulons faire, comment nous voulons gérer les réclamations de nos clients en termes d'objectifs, en termes de circuit de traitement, qui collecte, avec quels outils, ça va passer par quel circuit, sous quel format est-ce qu'on va donner le résultat. Voilà. Donc, il faut prendre le temps, même si c'est sur une page que vous le faites, c'est déjà quelque chose. Il faut formaliser, nécessairement. J'ai travaillé avec quelques banques commerciales et j'étais ahuri de constater que des banques qui ont... J'ai une banque qui a 1 million 200 000 clients. Il n'y a pas de process, il n'y a rien. On a une banque là au Cameroun avec plus de 800 agents, il n'y a rien. Donc, la première chose, c'est on définit d'abord qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà. La deuxième chose, c'est outiller. Parce que à partir du moment où vous avez défini ce que vous voulez faire, comment on veut le faire? Vous pouvez faire des outils rudimentaires, ce n'est pas ça le plus important. Et nous, personnellement, au niveau de Satis, lorsqu'on veut faire le déploiement de nos solutions, la première chose, c'est de vous aider à élaborer vos process. C'est la première chose. Parce que une solution, une application, un logiciel, tout ce que vous voulez, ne sert à rien. En tout cas, si tu as l'ordinateur le plus performant du monde et que tu ne sais pas écrire, ça ne te servira pas à grand-chose. Hein?
C'est tout à fait. Voilà. Ça, il faut commencer par ça et après outiller le dispositif. Et troisième chose, il faut responsabiliser. Nécessairement, il faut responsabiliser. Qui fait quoi? On peut partir sur une matrice RACI, voilà, rôle, responsabilité, etc. On définit exactement qui se charge de la collecte des données. Est-ce qu'on le fait de façon centralisée? Est-ce que chaque point de service peut recueillir les réclamations? Mais même si c'est le cas, aujourd'hui, à l'aide du digital, on peut centraliser. Donc, il faut responsabiliser, définir les acteurs. Qui est le collecteur? Ou qui sont les collecteurs? Donc, qui sont ceux qui sont vraiment au front office, qui peuvent recueillir les réclamations des clients? Qui peut traiter? Qui sont ceux qui peuvent traiter? D'accord? Jusqu'où est-ce qu'ils ont la main? Donc, voilà, si c'est le chef de service, ils vont traiter. Est-ce qu'ils doivent faire la validation? Est-ce que c'est un autre niveau supérieur, etc. On définit ça et on définit qui sont ceux qui sont à même de pouvoir coordonner l'ensemble du processus. Ça, c'est le minimum. Ces trois catégories d'acteurs-là, c'est au minimum. Et ce que nous, on recommande aussi en plus, c'est comme tout processus au niveau d'une institution, au niveau d'une organisation, il faut que ceux qui sont en charge du contrôle interne puissent aussi avoir un œil sur la façon dont ce que nous avons défini a fonctionné. Donc voilà, ça c'est le minimum qu'une institution peut faire. Après, en termes de démarche, on peut entrer dans le détail, voilà, je peux donner autant de... On est conscient que ce n'est pas par hasard que les boîtes d'assujettissement qu'on regarde dans les institutions ne fonctionnent jamais, il n'y a jamais de plainte parce qu'en amont, il n'y a pas une réflexion qui est faite pour dire comment nous voulons gérer les plaintes des clients. Et c'est important, hein? Aucune solution ne marche si en amont, il n'y a pas la réflexion. Et merci pour avoir insisté sur ça. Et aussi, là, après la responsabilisation, hein? Lorsque les gens n'ont pas de responsabilité par rapport à la gestion des plaintes, ils ne font rien et votre dispositif ne marchera pas. Merci beaucoup pour insister sur ces éléments essentiels. Alors, on va aborder à l'avant-dernière question. Alors, je voudrais préciser ceux qui ont des questions qui peuvent les mettre dans la boîte de messagerie, hein, déjà. Alors, comment les institutions peuvent tirer profit d'un mécanisme de gestion des réclamations des plaintes efficaces? Qu'est-ce que ça peut leur apporter si ça marche, un tel dispositif au niveau des institutions? Ça peut leur apporter énormément. Je crois que rien que ça peut faire l'objet de webinaires. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que il y a d'abord avoir le feedback sur les produits, les caractéristiques du produit, et donc vous avez la possibilité de rester en adéquation avec les besoins, les préférences, les attentes de vos clients. Et donc, c'est quelque chose qui va vous créer de la différenciation sur le marché. Après ça, et donc, voilà, satisfaction et tout ce qu'on veut en termes d'amélioration de part de marché, etc. Mais ça peut paraître un peu trivial, je vais aller un peu plus loin. De façon concrète, ça peut toucher votre rentabilité. Et je m'explique. Il y a énormément de données qu'on peut avoir sur le traitement, la gestion, pour aller plus loin, la gestion des réclamations. Et il suffit de prendre un exemple très terre à terre. Lorsque vous prenez une réclamation, en l'absence de dispositif, parce que vous le veuillez ou non, ça viendra quand même. En l'absence de dispositif, vous prenez une réclamation qui entre, un premier point de contact, peut-être, c'est pas l'agent d'accueil, la préposée, je ne sais pas, voilà, qui enregistre une réclamation des clients. Ça l'a pris 2 petites minutes, d'accord? Après, peut-être que voilà, c'est dans un point de service, dans une agence quelque part, elle a scanné, ou bien là, c'est dans un registre, quelqu'un, à un moment donné, est venu chercher, a envoyé la direction, voilà, peut-être le responsable d'exploitation a pris connaissance, a envoyé un autre collègue pour traiter. Vous voyez, à chaque étape, la même réclamation fait un certain temps avec un agent. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes par-ci, etc. Et lorsqu'on arrive au bout du processus pour donner satisfaction au client, on se rend compte que cette réclamation a fait 1 heure ou 2. Et le temps, c'est de l'argent. Et on peut le comptabiliser. D'accord? Donc, ça fait que, déjà, on se rend compte que tous les jours, on dépense sans le savoir pour traiter les réclamations. Et donc, avoir un dispositif plus outillé, plus performant, puisque tu parlais d'efficacité tout à l'heure, c'est déjà permettre à ce que, au lieu qu'une réclamation me prenne 2 heures, avec un coût qui va avec,
peut-être que ça va me prendre 5 minutes, ça va me prendre 10 minutes, j'économise de l'argent, et ces agents qui passent du temps à traiter les réclamations vont faire du travail productif. Tout à fait. Je gagne de l'argent ou pas? Tout à fait. Voilà. Donc, il y a extrêmement, il y a beaucoup d'explications. Je ne sais pas de combien de temps, je ne sais pas si je peux aller un peu plus loin que ça, mais c'est énorme ce qu'on peut avoir comme bénéfice à traiter les réclamations. Et ce que je suis en train de dire, c'était du concret. Moi-même, j'étais sidéré lorsque un groupe bancaire avec lequel on a travaillé a fait ces analyses, ils ont analysé les données, ils se sont rendus compte que de façon concrète, ça a amélioré le produit net bancaire de l'année en 2020. Tout à fait. Du coup, ils ont renforcé le dispositif en recrutant davantage de personnes parce qu'ils savent qu'ils y gagnent. Et c'est ce genre de calcul que nous ne faisons pas. C'est vrai, toutes choses étant égales par ailleurs, on est avec des institutions de taille plus modeste, mais oui. le gain aussi sera à sa hauteur. Tout à fait. Suivant, vous allez gagner quand même en proportion de votre niveau de développement. Exactement. Donc, il y a un gain réellement, surtout un gain financier, parce que nos amis, ils aiment beaucoup ça. Le cash, ça va agir sur le cash, ça va fouetter la trésorerie. Voilà. Et c'est quand je l'ai compris, ça, je partage ça avec toi, c'est quand je l'ai compris que nous, au niveau de Satis, on a développé un outil, un modèle pour permettre à une institution de comprendre, de monétiser combien elle gagne et combien elle perd en gérant ou en ne gérant pas les réclamations. C'est du concret. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Ok, est-ce que vous avez aussi d'autres éléments pour montrer l'intérêt des institutions, comment ils peuvent tirer profit? On voit carrément par rapport à votre développement que ça peut agir sur les revenus de l'institution. Est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de satisfaction de la clientèle, en termes de développement, enfin, comment on appelle, amélioration de la qualité? Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Tout à l'heure, je parlais d'amélioration des process. Et on avait pris comme exemple le fait que des réclamations, on n'a pas parlé du tout de plainte, mais j'englobe le tout, peuvent toucher les process au niveau de l'institution. Si en gérant les réclamations, on se rend compte que, effectivement, le processus de mise en place de crédit est tel qu'on perd du temps sur une étape donnée, ça nous permet d'améliorer. Et pendant qu'on mettait peut-être 2 semaines ou 3 semaines sur tout le processus d'analyse, de mise en place de crédit, si on réduisait, c'est l'agent qui est en train de tourner, vrai ou faux? Tout à fait. Et donc, clairement, en supposant que ça ne tombe pas dans les EPI, etc. Donc, clairement, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de rentabiliser le capital premier qui est pour une institution financière, qui est l'argent. Donc, voilà, c'est autant de choses qui nous permettent de pouvoir nous améliorer. Je n'ai pas parlé du capital humain, qui est en termes de comportement des agents, parce que si vous avez des agents qui se comportent mal avec les clients, par exemple, dans tout ce qui est pratique de recouvrement, ça peut aussi vous entraîner au tribunal. Tout à fait. Sans oublier le fait que, voilà, on a déjà vu des gens qui ont été enfermés, poursuivis pour de telles pratiques. Et lorsque c'est le cas, que vous le veuillez ou non, même si vous avez les meilleurs avocats du monde, vous passez du temps au tribunal, vous allez payer ces avocats, et donc l'institution perd de l'argent, alors qu'elle peut faire des choses beaucoup plus simples pour ne pas en arriver là. Donc, voilà, il y a énormément de gains sur lesquels on se rend compte que gérer les réclamations permet à l'institution de s'améliorer et de gagner de l'argent. Merci beaucoup pour cette précision. C'est important. Aujourd'hui, on voit que les institutions mettent du temps à s'engager, mais lorsqu'elles vont s'engager, elles vont en tirer profit aussi sur le plan financier, sur le plan réputation, sur le plan relation clientèle, ainsi de suite. Alors, la dernière question, c'est par rapport à votre solution que vous avez développée, qu'on appelle Satis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette solution-là, comme l'a déjà demandé Ézéchiel? Est-ce qu'il y a d'outils pratiques pour rendre plus facile et améliorer la gestion de réclamation des plaintes? Il y a beaucoup d'outils. Est-ce qu'il y a une application de SIG
peut être une solution permettant de gérer les plaintes. Donc, vous pouvez aborder cela dans la présentation de la solution que vous avez développée. D'accord. Alors, on a plusieurs. Satis, aujourd'hui, c'est une gamme. Ah ouais, c'est toute une gamme. On a 6 solutions aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais prendre celle qui va nous concerner le plus ici, en tant qu'institution de microfinance, système financier décentralisé, Satis Pro, qui est une application web qui permet à une institution, je dis ici, de microfinance, de pouvoir gérer les réclamations et les plaintes des clients sur 3 volets. Le premier, la collecte. Donc, si vous avez une présentation, vous pouvez le faire. Là, moi, j'arrête ce que je fais. Alors, je vais juste prendre un élément qui va présenter cet aspect. Alors, je prends un schéma très simple. C'est bon pour mon écran. Je ne sais pas ce que j'ai montré. Attends. Une seconde, je vais couper tout ça. Oui, c'est bon? Oui, là, c'est bon, on a satisfait. OK. Alors, je montre un schéma basique de la chose. Avec Satis Pro, voilà en gros ce que l'application fait. Ça vous permet d'offrir à vos clients différents canaux pour recueillir la réclamation. Ça peut être bien entendu l'appel, c'est basique, l'appel téléphonique. Il y a une application mobile qui va avec, Satis Mobile, qui permet aux clients, donc tous les clients qui ont un smartphone, de pouvoir envoyer directement leurs réclamations. Et ça peut aussi s'interfacer avec votre propre application mobile si vous en avez déjà une. Le client peut envoyer des SMS, il peut envoyer des courriers physiques. Là, l'application permet, vous pouvez scanner et intégrer dans la solution. L'application permet de recueillir directement des emails. Donc, il y a une adresse email qui est définie, destinée donc aux réclamations. Et lorsque le client envoie sa réclamation sur ce canal-là, l'application récupère. Le client peut venir, bien entendu, en agence, au point de service, etc., et dire verbalement sa préoccupation. Et quelqu'un, voilà, un agent proposé d'accueil, secrétaire, voilà, ça dépend, enregistre donc la préoccupation du client et tout ça, c'est centralisé. D'accord? Et donc, à partir de ce moment, l'application permet de faire maintenant un dispatching en identifiant ou en permettant d'identifier, ça dépend des options que vous avez choisies. Il y a l'automatique comme il y a le manuel. Vous identifiez le service, la fonction qui est la plus indiquée au niveau de l'institution pour traiter cette réclamation en particulier. Si c'est quelque chose qui concerne le crédit, c'est peut-être l'exploitation, c'est direction portefeuille, c'est ceci ou cela. Si ça a trait au marketing, voilà, ça ira de ce côté-là, etc., etc. Et si c'est une question voilà, déontologique, peut-être que ça ira au contrôle interne, à l'audit, ça dépend de comment est-ce que c'est l'organigramme. Et donc, il y a ce dispatching qui est fait et au niveau de ce service auquel la réclamation a été affectée, il y a un traitement qui se fait. On recherche la solution à cette préoccupation et on fournit une solution. Donc, ça permet d'envoyer au niveau des services techniques, ça permet d'envoyer au niveau des agences concernées, mais ça permet aussi de pouvoir impliquer la direction générale ou le directeur ou la directrice générale. Parce que pour certaines réclamations qui sont graves, lorsqu'il s'agit de pots de vin, etc., on peut se dire, vous pouvez définir dès le départ, lorsqu'on fait le process, que nous, on ne veut pas avoir ça. Et donc, ce genre de réclamation ira directement au niveau du premier responsable. Maintenant, ça peut être aussi en termes de récurrence, parce que on n'a pas envie, même si ce n'est pas très grave, on n'a pas envie d'avoir le même type de réclamation tout le temps. Si vous avez 50 réclamations dans la journée, dans la même journée qui concerne mauvais accueil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà. En gros, vous voyez qu'au niveau de ce schéma, il y a deux choses. Il y a des flèches qui se concentrent au milieu ici et qui repartent. Ça traduit le fait que l'application fonctionne sur 2 principes. Le premier, c'est la centralisation de tout ce qui est réclamation. C'est-à-dire que même quand c'est quelque chose qui peut être traité sur place, en 30 minutes, en 1 heure, on l'enregistre. Pourquoi? Ça vous permet après, lorsque vous allez faire des analyses, de vous rendre compte que c'est un élément qui vient tout le temps, qui concerne peut-être tout votre réseau, et donc il va falloir trouver autre chose que d'y répondre.
régulièrement. Et vous voyez ensuite que ça part je veux dire, dans tous les sens ou dans plusieurs sens. Donc, il y a une décentralisation du traitement, c'est-à-dire que on va maintenant vers les services, les personnes les plus indiquées pour traiter cette réclamation-là. Donc, voilà, Satispro, comment est-ce que ça fonctionne de façon schématique? Voilà ce que ça fait. Et comme je l'ai dit, ça vous permet d'avoir différents canaux. Ça vous permet de pouvoir impliquer tous les acteurs au sein de l'institution pour prendre en charge les réclamations des clients. Et à la fin, ça vous offre différents rapports. On a deux types de rapports qui sont générés. Le premier, c'est le rapport propre à l'institution, donc en termes de les points de service les plus concernés par les réclamations, les fonctions les plus concernées, le type de client le plus concerné, la typologie même des réclamations, etc. etc. Ça, c'est pour l'usage interne, si je puis dire. Et l'autre rapport qui est généré, c'est le rapport à adresser à l'autorité de supervision. Puisque, tu parlais tout à l'heure, on n'est pas revenu là-dessus, de la réglementation, il y a des reportings qui sont définis, en tout cas au niveau de la BCAO ici, au niveau du Ghana avec lequel on a travaillé également, la Banque centrale. Il y a des formats qui sont définis et qui sont exigés aux prestataires de services financiers. Donc, nous, on a implémenté ces rapports-là. Et donc, en quelques clics, vous pouvez générer le rapport à transmettre à l'autorité de supervision. Donc, voilà, en gros, comment est-ce que Satispro fonctionne aujourd'hui. Après, ce que je dis là, c'est vraiment extrêmement sommaire, parce qu'aujourd'hui, on a défini des fonctionnalités extrêmement poussées d'intelligence artificielle qui permettent à ce que une réclamation, une fois enregistrée, puisse être automatiquement, donc le système fait la recherche et identifie, suivant les mots qui sont saisis dans la réclamation, quels sont les services les plus indiqués pour traiter, voilà, qui permettent d'optimiser le processus. Voilà, on est en train d'aller très très loin dans la gestion des réclamations, toujours pour permettre à ce que les institutions puissent en tirer le meilleur parti possible. Il y a des institutions qui, au départ, ont trouvé que, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans tel système? Mais lorsqu'ils ont mis en place, ils se rendent compte que voilà, il y avait 500 réclamations par semaine qui dormaient et qui, aujourd'hui, leur permettent de pouvoir s'améliorer, se démarquer fortement sur la place financière. Donc voilà, pour avoir une idée de Satispro, c'est ce que ça fait. Après, en termes de capture d'écran, en termes de démo, etc., voilà, vous pouvez toujours reprendre contact. Je peux aller beaucoup plus loin dans la présentation de la solution. Merci Patrick pour cette présentation de Satis. Avec Satis, on règle le problème de détournement des plaintes, comme on le voit. On a vu que beaucoup de systèmes manuels qui ont été élaborés dans les institutions n'ont pas fonctionné parce que la collecte ne marche pas, parce que l'agent qui collecte informe son collègue qu'il n'est pas la plainte et il règle la plainte sans que le système n'ait informé. Donc avec Satis, on n'a plus cette difficulté-là. Du tout, du tout. Et merci de relever ça parce qu'effectivement, il y a un problème de collusion en interne. Oui. Même si ce n'est pas l'agent lui-même, si c'est son ami qui est au niveau de la direction qui est concerné, cette réclamation n'ira nulle part. Et ce qu'on a fait en plus, c'est que dès que vous enregistrez la réclamation dans le système, il y a un accusé de réception qui va sur le téléphone du client. Et donc, avec un numéro, avec la date probable de résolution, qui lui dit, votre réclamation a été saisie, a été enregistrée, voici le numéro, et avec ce numéro, il peut faire le suivi. Avec certaines institutions, ce suivi peut même être fait sur le site de l'institution, il suffit que le client saisisse le numéro, etc. etc. Aujourd'hui, avec l'application mobile, le client a la possibilité de suivre l'étape de résolution de sa réclamation. Voilà, donc on fait en sorte à ce que ce n'est pas tellement pour protéger uniquement le client, mais c'est aussi pour que l'institution puisse en tirer parti. On peut revenir là-dessus, voilà, autant de fois qu'on souhaite, mais c'est d'abord l'institution financière qui y gagne. Tout à fait. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous allez dire pour conclure cet entretien que nous venons d'avoir? Alors, ce que j'ai à dire, c'est d'exhorter toutes les institutions qui sont dans ce webinaire à commencer. Commencez. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas de quoi investir dans un système très élaboré, même si, voilà, si c'est un petit outil, commencez parce que c'est une mine. C'est une mine qu'on n'explore pas. Et c'est dommage.
ça va vous permettre de vous améliorer. Vous n'avez pas besoin d'être certifié ISO avant d'avoir des process qui vous permettent de satisfaire vos clients. Donc, c'est la moindre des choses. On fait une typologie de réclamation, on se définit des délais, parce qu'à partir du moment où je me dis, telle réclamation, je vais traiter ça en 5 jours, c'est un signal aussi en interne. Donc, on va se mettre en branle, tout faire pour qu'on tienne dans les 5 jours, parce qu'on l'a communiqué au client. C'est quand on se dit, non, on n'est pas sûr de traiter, du coup, voilà, on va prendre tout son temps et on ne va jamais pouvoir s'améliorer. Voilà, donc si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment que vous soyez concerné par la réglementation ou pas, c'est d'abord pour vous, en tant qu'institution, que gérer les réclamations profite. Merci pour cette conclusion. C'est d'abord pour vous que la réclamation profite. Et comme vous l'avez remarqué dans son intervention, dans l'entretien, malgré que nous avons un intérêt à faire la plainte, on ne le fait pas. La réglementation nous pousse un peu, mais on n'a pas encore atteint la vitesse qu'il faut. Et pour faire une bonne réclamation, il faut d'abord réfléchir à comment on va gérer. C'est important, comme il a dit, il faut d'abord dire ce qu'on veut faire, comment on veut gérer les plaintes des clients. Et ensuite, quand vous le faites, il faut outiller, il faut mettre en place des outils, des process et responsabiliser des gens au niveau de l'institution qui sont les mieux indiqués pour gérer le process. Et ensuite, il faut suivre la supervision, c'est la direction générale, c'est le service de contrôle, il faut analyser les rapports. Et aujourd'hui, nous avons avec lui, on a remarqué quand même qu'on peut en tirer un profit. Ça peut avoir des résultats, des impacts, des effets sur nos résultats financiers. Ça peut améliorer la relation clientèle et ça peut améliorer la qualité de nos produits. Comme il a dit, c'est une mine d'or sur laquelle nous sommes assis et que nous n'en tirons pas profit. Une fois encore, merci, puisqu'il a encore démontré comment la solution qu'il a développée sur lui, qu'on appelle Satis, qui a été sélectionné, a été primé il n'y a pas longtemps, permet de régler toutes les difficultés liées à la centralisation des plaintes, les risques de détournement des plaintes, ainsi de suite, et facilite un peu la gestion des plaintes, le suivi, la responsabilité des gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci encore une fois à M. Diondo pour cette intervention et la disponibilité à partager l'expérience avec nos amis. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là. J'ai vu beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes. Je voudrais remercier MUFED pour leur présence massive, mais j'ai mes amis du Congo, Pamoja, Kudengue, tout ce monde-là qui nous ont fait confiance cette fois-ci en participant à notre webinaire. Alors, on va passer maintenant à l'étape des questions. Si vous avez envie de poser des questions, je vous permets aujourd'hui d'activer votre micro. Alors, si ça vous dit, levez la main, on va vous permettre de vous exprimer. Il y a déjà une question qui est là depuis, de Jacques Sellan, qui voudrait savoir quel conseil on peut donner aux SFD quant à la gestion d'un client insatisfait. Alors, la gestion d'un client insatisfait, ce qui me vient tout de suite à l'esprit en termes de compréhension de la question, c'est que à la fin du traitement de votre réclamation, de la réclamation du client, le client dit qu'il n'est pas satisfait du traitement qui a été fait. La première chose qu'il faut aussi prévoir lorsque on est en train d'élaborer le process, c'est ce qu'on appelle l'escalade. C'est-à-dire que, dans un premier temps, des fonctions techniques ont traité. Il faut prévoir aussi qu'en cas d'insatisfaction du client, qu'il puisse y avoir un deuxième niveau. Un peu comme quand vous allez au tribunal, il y a une première instance, après, on peut faire appel. Donc, de la même façon, si je suis dans une coopérative, par exemple, et que les techniciens ont fini de traiter, que le client n'est pas satisfait, peut-être qu'on ira au conseil de surveillance. Voilà. Donc ça, ce sont les options. Si c'est une société, peut-être qu'on ira peut-être au comité d'audit, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on a défini. Ou si c'est les chefs de service, les directeurs qui ont traité à leur niveau, le client n'est pas satisfait, on ira peut-être au niveau du DG ou du DGA, etc. Donc, ça, c'est la première possibilité. Et dans cette possibilité, voilà, pour finir avec ça, dans cette possibilité, ça peut être l'occasion maintenant de faire asseoir le client. On s'assoit pour trouver une solution. Parce qu'il y a forcément un motif qui va faire que, voilà, quelqu'un qui est en relation avec vous trouve que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez essayé de trouver une solution et ça ne l'a pas satisfait. Il faut nécessairement aller jusqu'au bout.
Alors, la deuxième chose, c'est que peut-être que ce n'est pas lié du tout à la réclamation, mais que le client n'est pas satisfait. C'est peut-être un peu plus grave, mais c'est une occasion, quand le client vous dit qu'il n'est pas satisfait, à vous maintenant de faire, juste en train de dire, de vous mettre en quatre pour trouver la solution à sa préoccupation. Parfois, et ça, je crois que c'est important aussi de le souligner, parfois vous pouvez découvrir tout simplement que vous n'avez pas donné l'information qu'il faut, vous n'avez pas communiqué autour des conditions comme cela se devait. C'est-à-dire que quelqu'un a déposé son dossier et s'attend à ce qu'au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, il puisse avoir un retour. Il n'a pas eu. Peut-être que dans vos process, vous avez déjà défini que, voilà, on ne peut pas traiter, on ne traite pas avant 10 jours, avant 15 jours, ou peut-être, voilà, dans ces institutions, les comités de crédit, c'est peut-être une fois le mois, j'en sais rien. Donc, peut-être que le client n'avait pas la bonne information. Et ce faisant, vous avez l'opportunité de vous dire, ah, attends, il vaut mieux qu'on affiche quelque part que chez nous, voici comment ça se passe. Donc, voilà, dans tous les cas, quand il y a une satisfaction, il faut tout faire pour pouvoir trouver la solution et ramener le client dans votre giron. C'est de ça qu'il est question. Et surtout ne pas le laisser partir. Bon, maintenant, il y en a qu'on peut aider à partir quand c'est vraiment des... Voilà, et puis voilà. Si vous avez utilisé toute la communication, tout ce qui avait à votre niveau, est-ce que la demande du client ne correspond pas à votre offre ou bien n'est pas dans votre stratégie? N'hésitez pas à me dire ça clairement. Mais ne le tournez pas en rond, ne nous dites pas ça, on ne peut pas faire ça ici, au regard de comment nous sommes organisés, ainsi de suite. Et à le laisser partir. Voilà. Soyez content de le laisser partir. Quand vous ne pouvez pas, laissez-le partir. C'est-à-dire, voilà, on voit des institutions parce qu'elles ont aidé des clients à atteindre un certain niveau. On dit non, donc on augmente le plafond. Si vous n'êtes pas outillé pour pouvoir gérer de gros montants, ce n'est pas parce que vous avez eu 20 clients qui, voilà, ont une grande capacité qu'il faut forcément. Voilà, donc, restez là où vous êtes et restez concentrés sur ça parce qu'il s'en trouvera toujours des clients qui, eux aussi, vont quitter le micro de micro pour venir au niveau où vous êtes. Donc, voilà, il faut savoir être focus aussi et rester sur ces objectifs qu'on s'est fixés. Merci beaucoup, M. Diondo. Alors, M. Kaloumé, activez votre micro et posez votre question. Vous avez levé la main depuis. M. David Kaloumé. Alors, je voudrais inviter ceux qui n'ont pas encore fait la présentation dans la boîte de messagerie à le faire. Il s'agit d'écrire votre nom, prénom, fonction et organisation et votre mail dans la boîte de messagerie pour vous présenter aux autres collègues qui sont là. Monsieur Kaloumé, votre match. Monsieur Patrick, bonjour, monsieur Sylvestre. Déjà, merci pour cette organisation. Merci à Fonton pour cet outil qu'il a mis en place. Bon, je ne sais pas, Patrick, ça fait longtemps. Je me suis dit qu'il faudra que c'est vrai, ça fait un moment, David. Donc, directeur de l'IMF Djenge Pamoja, je ne sais pas, on n'a pas fait, mais la photo. Donc, on a aligné pas mal d'agents déjà parce que nous sommes derrière sur la question de gestion de plaintes. Alors, monsieur Patrick, je ne sais pas si c'est un secret. Avec sa TIS maintenant aujourd'hui, ça coûte combien pour que nous puissions l'acquérir? Est-ce que c'est... Ah, David, tu attends de me poser la question publiquement. En tout cas, c'est à chaud, quoi. Si vous allez nous revenir un peu en aparté, oui, mais on aimerait vraiment savoir ça nous coûte combien, voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, de toutes les façons, tout autant que vous êtes, si les gens posent la question, donc chacun aura la réponse, donc ça ne jette pas après tout. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous, on commence d'abord par vous aider à mettre en place le process avant d'aller à l'outil. Et après, au niveau de l'outil, il y a l'application mobile qui est automatiquement fournie, qui va avec, et en termes de compliance, tout ce que ça peut vous offrir. Alors, on est au niveau prix catalogue à 25 000 $. Comme voilà, David, RDC, j'y vais en dollars. Ici, dans notre sous-région, on est à 16 millions. Mais il faut aussi avouer qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est à 85% à peu près de banques plutôt que de clients. Alors qu'à l'origine,
C'était pour la microfinance que moi j'avais eu l'idée, j'avais développé la solution. Et peut-être qu'il y a des questions de moyens derrière. Donc ça fait que les 2-3 dernières institutions de microfinance, on a fait un rabais conséquent pour qu'ils puissent avoir la solution. Mais quand je dis conséquent, mais vraiment, il y a 2 au Niger, il y a une au Togo qui utilise la solution, plus une au Sénégal. C'était conséquent en termes de réduction. Ok, merci pour cet instant marketing et commercial là. Alors, il y a Joël Ateb qui voulait savoir quel reporting line pour un service de tir à la gestion des réclamations et plaintes afin que ce dernier soit indépendant. Si je reprends bien, c'est à qui ce service doit reporter pour son indépendance. C'est ça, Joël. Vous pouvez confirmer ça hein, en attendant que Patrick réponde. Oui. Joël a levé la main, allez-y, activez votre micro. Allô, Joël? Oui, allô, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Merci. monsieur Patrick. Oui. Merci pour les enseignements ô combien riches. Je confirme effectivement. Donc, j'aimerais savoir le reporting line. Puisqu'il y a un risque de détournement des réclamations, on pourrait donc le reporting line pour que ce service soit indépendant et puisse faire son travail avec efficacité et efficience. Merci. D'accord. Merci, Joël. Alors, je note bien efficacité et efficience, hein, mais je vais commencer par le mot indépendant. En réalité, on n'a pas besoin que la gestion de compte soit indépendante. Du tout. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, vous n'avez pas, par exemple, d'aller reporter au conseil d'administration. Ce n'est pas ça. Parce que quand on voit les objectifs et la finalité de ce process, on n'a pas besoin. Du moment où, et c'est ça qui est important, du moment où toute l'institution a compris la philosophie qui est derrière, on n'a pas besoin que ce soit un process qui soit indépendant. Parce qu'on ne cherche pas à être gendarme derrière. Ce n'est pas ça. Bien au contraire. On fait, et je n'ai pas parlé de la communication qu'on fait avec la mise en place du dispositif. Lorsqu'on fait la communication, la sensibilisation en interne, c'est les agents eux-mêmes qui aident les clients à pouvoir soumettre leurs réclamations parce qu'ils savent que derrière, ça va nous aider à nous améliorer, à améliorer nos produits, à nous améliorer nous-mêmes en termes de comportement. Voilà. Donc, ce n'est pas ça qui est recherché. On ne recherche pas ce que ce soit indépendant. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on définit, on responsabilise, on définit des cahiers de charges très clairs. Celui qui se charge de recueillir les réclamations fait son boulot. Celui qui va traiter fait son boulot. Et comme tout process, l'auditeur ou quelqu'un d'autre, on a même au niveau de Satis Pro la possibilité de créer des profils exprès en leur donnant des habilitations qui vous conviennent à chaque institution. Donc, on peut définir ces éléments-là et permettre à ce qu'on puisse avoir un reporting, mais un reporting à la direction. Donc, la personne, et c'est là où je réponds concrètement à votre question, la personne que nous on appelle pilote, donc qui coordonne le processus de gestion des réclamations, est une personne qui doit être au moins chef service, d'accord? Donc, qui peut avoir la possibilité de relancer ses collègues lorsque une réclamation a été envoyée à ton service et que ça n'a pas été traité jusqu'à ce que les délais soient dépassés, etc. Encore que la solution permet de faire des relances automatiques avant délai. Donc, il faut que ce soit au moins chef service. Il faut que ce soit chef service parce que il faut que ce soit quelqu'un qui puisse aussi aller taper aisément à la porte du DG ou du N+1 pour dire, mais attends, il y a goulot d'étranglement à tel endroit parce que tel n'est pas en train de faire ce qu'il faut au niveau du process. Donc voilà, on aide aussi à définir le cahier de charge, le job description par rapport à ça, pour qu'on puisse savoir exactement ce que cette personne-là doit faire. Alors, en termes d'efficacité, c'est 2 choses qu'on recherche. C'est d'abord pouvoir traiter toutes les réclamations, le maximum de réclamations possible dans le délai qu'on a défini. Si on fait 80, 90, voire 95%, c'est bien. Si on arrive à tenir dans les 3 jours pour chaque réclamation, ou bien dans les 10 jours ou les 30 jours réglementaires, etc., c'est magnifique. Et après, en termes d'efficience, combien de temps est-ce que ça a pris à chaque niveau? Satispo vous permet de pouvoir voir tout ça. Parce que vous voyez tout le parcours de la réclamation. À chaque stade où ça se trouve, il y a les différents statuts, il y a différentes notifications qui sont envoyées à différentes personnes pour permettre de dire, la réclamation, voilà, ça a quitté telle personne pour telle autre, etc., etc. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. En termes de timeline,
on n'a pas besoin d'en faire quelque chose qui... Parce que si jamais on le fait, les gens auront peur du système. Les agents en interne vont détruire le système parce qu'ils ne vont pas l'utiliser et surtout, ils vont même décourager les clients à pouvoir le faire. Ok, merci pour cette réponse. Alors, il y a Angéline Balami qui voulait savoir, puis il y aura plus d'éclaircissements sur la solution Satis Pro. Est-ce que c'est une application qui doit être installée sur le téléphone des clients afin de pouvoir monter la plainte au niveau de l'institution? Ok. Alors, Satis Pro, c'est une application web. Donc, et c'est destiné non pas aux clients, c'est destiné aux agents de l'institution. C'est-à-dire que vous, en tant qu'agent, vous pouvez vous connecter, on peut l'installer sur vos serveurs. Donc, il y a les deux possibilités. Ça peut être en ligne, donc nous, on installe dans nos serveurs et on crée le compte pour vous, on le paramètre suivant vos besoins, on fait la typologie des réclamations, on va jusqu'à 130 libellés différents de réclamations avec chacun son délai, etc. Ouais. Donc, il y a ce travail qui est fait, on le déploie sur nos serveurs. Ça, c'est la première possibilité, Satis Online. Ou on le déploie dans vos serveurs, Satis Pro, et là, vous pouvez l'utiliser en interne. Mais c'est pour les agents. C'est-à-dire que quand on recueille la réclamation, on l'enregistre dans le système et on l'affecte aux agents. Donc ça, c'est vraiment destiné aux agents. Ce qui est destiné aux clients, c'est Satis Mobile. Et là, le client le télécharge gratuitement sur Play Store. Donc quand le client le télécharge, dès que vous achetez, vous avez Satis Pro, nous, on configure, on met le nom de votre institution dans la base de données de Satis Mobile, de telle sorte que quand vos clients veulent envoyer une réclamation, il suffit de sélectionner le nom de votre institution, ils envoient la réclamation et ça atterrit chez vous. Okay. Maintenant, il y a d'autres canaux, j'ai montré des canaux tout à l'heure. Si vous avez un site internet sur la page Contactez-nous, etc., on a un plugin, donc c'est comme si on branchait, de telle sorte que si le client arrive à ce niveau, il a le formulaire pour envoyer sa réclamation et vous récupérer dans Satis Pro. Voilà, il y a pas mal de canaux parce que c'est aussi une question d'inclusion. Tout à l'heure, tu parlais de prix qu'on a reçu. On n'a pas reçu un prix, Sylvestre. Hier, j'ai reçu un 3e prix. Hein, oui, en 6 mois. Voilà, prix internationaux. Donc, c'est aussi une question d'inclusion parce que ce qu'on est en train de faire, bien sûr, ça va dans l'intérêt des institutions financières, mais c'est aussi une question pour permettre à ce que tous les consommateurs financiers puissent disposer d'une voie de recours, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui et partout en Afrique. Ok, merci. D'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Je n'ai pas de questions dans la boîte de messagerie, je n'ai pas de mail. Il y avait des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Attends, il y avait... j'avais deux questions de M. Ouedraogo. Attends, voilà, j'étais déçu tout à l'heure, une seconde. Laquelle là? Non, ça c'est le début. Il y a Pierre Delbego qui a parlé d'application d'un site pour gérer une solution. Oui, voilà. Alors, oui, ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle GLPI, qui est une plateforme libre de gestion de parcs informatiques. C'est ça le nom. Mais comme c'est quelque chose qui connaît des ordinateurs entre eux au sein d'une même institution, j'ai déjà vu une institution qui l'a utilisé, mais ça remonte à 2016. Oui. Et tout à l'heure, quand je disais que lorsqu'on a un marteau en main et tout le problème ressort à un clou, c'est qu'il ne faut pas aller sur l'outil d'abord. Commencez par vous dire qu'est-ce qu'il nous faut, nous. Et si vous vous rendez compte que c'est un outil comme Satis Pro qu'il vous faut, là, on va configurer l'outil pour répondre à vos besoins. Configurer l'outil en termes d'organigramme, donc exactement tous les services que vous avez, les noms des personnes qui sont au niveau de chaque service, les emails, le téléphone, la typologie des réclamations, l'organisation que vous souhaitez, les catégorisations. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on définit avec les délais de traitement, etc., qu'on définit dans la solution et qui va vous permettre de pouvoir faire une gestion efficace. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose que voilà, une solution lambda peut faire. J'ai vu des institutions qui utilisent des CRM classiques. J'en ai vu beaucoup qui m'ont dit non, bon, avec un CRM, avec $10 le mois, c'est réglé. Oui, vous allez pouvoir faire quelque chose. Mais voilà, il y a pas mal d'avantages aussi auxquels vous n'aurez pas droit.
Ok, merci. Monsieur Tenda Ngolé, Daniel. Allez-y, posez votre question. Merci beaucoup. Je voulais parler par rapport à la première question qui a été posée. Je voulais savoir, s'il vous plaît, M. John Doe a répondu, a prévu l'escalade. À un certain moment, lorsqu'il faut parler à un client insatisfait, il faut prévoir aussi l'escalade. Oui. Alors, ma question se situe au niveau de l'approche judiciaire. Est-ce qu'il y a moyen, parce qu'avoir de près le traitement des plaintes se situe à un niveau administratif, à un niveau technique, de la formulation au traitement, jusqu'à trouver la réponse finale. Mais au niveau de l'escalade, est-ce qu'il y a un aspect judiciaire qui peut intervenir? Non. Non, je réponds très net, c'est non. Parce que, et comme tout processus, on définit un périmètre. Et le périmètre de la gestion des réclamations au sein d'une institution exclut toute action judiciaire. C'est-à-dire que si jamais le client enclenche une procédure judiciaire, vous arrêtez tout. Et comme j'ai dit qu'on a eu aussi l'opportunité de travailler avec d'autres institutions, on a travaillé avec l'Observatoire de la Caisse des services financiers du Sénégal. Lorsqu'on a fait ça, au-delà de la gestion des réclamations au niveau d'une institution, si le client n'est pas satisfait, il peut aller au niveau de l'Observatoire. La solution que nous on a déployée au niveau de l'Observatoire leur permet de faire asseoir virtuellement dans la solution, et client et prestataire de services financiers pour trouver une solution. C'est un niveau d'escalade. C'est pareil pour ce qu'on a fait au Rwanda, au niveau de l'AMIR, l'Association des institutions microfinances du Rwanda. Il y a également, quand c'est traité au niveau d'une institution que le client n'est pas satisfait ou qui a en tout cas un désaccord sur la solution, ça peut monter au niveau de l'association. Et ce qui est même prévu, ils ont ce qu'ils appellent l'Ombudsman Office, un peu comme le médiateur de la République, qui peut être un troisième niveau vers lequel on peut aller. Donc, on prévoit ce genre de dispositif. Mais si jamais le judiciaire entre dedans, on arrête tout. Ok, donc il n'y a pas envisagé dans un processus de gestion de réclamation de plainte un niveau judiciaire. Lorsque le judiciaire entre, c'est que le processus est défini, est arrêté et on laisse le judiciaire continuer. Merci beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture? On a déjà... Alors, il y a Angéline qui parle d'Internet, des clients analphabètes. Comment vont-ils utiliser l'application? Bon, je pense qu'il y a d'autres solutions. Hein. L'application n'est qu'un canal. Bon, je te laisse la parole. Oui, j'ai parlé d'inclusion tout à l'heure et nous, on met un accent très, très fort là-dessus. Aujourd'hui, au niveau de l'application Satis Mobile, le client peut envoyer un audio comme sur WhatsApp. Ça, c'est la première chose. Donc, le client, il envoie un audio. Et ce qu'on vient de faire, c'est que l'audio peut être traduit en langue officielle. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a de plus en plus d'outils pour permettre à ce qu'on fasse ce genre de traduction. Donc, nous, on a fait deux choses. C'est pouvoir faire la traduction de la langue nationale. Bien entendu, on en a des milliers en Afrique, donc ce n'est pas tout qui est pris en charge. Mais il y a quelques-unes pour traduire en français ou en anglais. Et l'autre chose, c'est la transcription, c'est-à-dire que l'outil permet de pouvoir transcrire ce qui est audio en texte pour que ça puisse maintenant suivre le reste du process au niveau de l'institution. Donc, on fait en sorte à ce que ce soit le plus inclusif possible. Tout à l'heure, en parlant de canaux, j'ai dit il y a l'appel téléphonique direct. Donc, le client, votre client, même si vous êtes dans un village, votre client qui prend son téléphone, et ça, on ne peut pas me dire que, voilà, ça c'est assez répandu aujourd'hui en Afrique, le fameux leapfrog en Afrique. Donc, il y a le téléphone, au moins le téléphone basique. Quand le client appelle, celui qui reçoit l'appel, lui, il renseigne dans sa fiche pro la préoccupation du client et à partir de là, le processus de traitement peut s'enclencher. Ok, merci. Je pense que nous allons arrêter la séance et je voudrais d'abord vous rappeler nos prochaines activités. Nous avons 2 ateliers de formation en ligne en préparation. Le 13 octobre, nous avons l'organisation des sûretés mobiles et immobilières
et la gestion des contraintes y afférentes avec monsieur Michel Olodé du Bénin. Et le 20 octobre, nous avons l'élaboration du budget dans les IMF avec monsieur Keglo Valais du Togo. Donc, nous serons contents de vous avoir aussi nombreux qu'aujourd'hui hein, pour la participation. Alors, nous voudrons remercier déjà ceux qui sont déjà inscrits et nous attendons les autres inscriptions. Donc, monsieur Gondo a partagé avec vous ses adresses. Alors, il y a Tenda qui revient encore pour demander est-ce qu'il y a le profil d'un agent? Est-ce qu'on peut avoir le profil d'un agent chargé de la gestion des plaintes? Rapidement, monsieur Gondo. Alors, comme je disais, il faut, en termes de positionnement au niveau de l'organigramme, il faut que ce soit quelqu'un qui ait, je dis, suffisamment de prérogatives, en tout cas, qui soit suffisamment élevé dans l'organigramme pour pouvoir assurer vraiment ce rôle de coordination parce qu'il sera amené à affecter les réclamations. Donc, si c'est un sous-fifre, personne ne l'écoutera. Il sera amené à relancer des responsables par rapport au traitement des réclamations. Donc, le minimum, c'est qu'il soit au même palier que ces responsables-là pour pouvoir faire ce travail. Et comme il doit rendre compte au directeur général ou à la directrice générale, il faut qu'il soit aussi suffisamment proche parce que, voilà, sinon, il va arriver au niveau de l'assistant de direction, il va attendre 2 heures avant qu'on lui donne, avant qu'il ne puisse accéder, et ce n'est pas intéressant. Donc, voilà, ça c'est en termes de positionnement. Après, il faut aussi que ce soit quelqu'un qui connaisse suffisamment l'institution, son historique, ses valeurs, etc. Parce qu'il peut être amené à valider les solutions proposées par différentes fonctions. C'est-à-dire, il peut dire oui, c'est vrai, on fait ci, mais est-ce que... Donc, aussi, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse suffisamment les produits, connaisse les différents métiers au niveau de l'institution et pouvoir donc faire ce travail de validation avec les différents chefs services, etc., qui sont en charge de la recherche de solutions. OK. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Les amis de MUFED, Pamoja. Alors, il y a M. Kaloumé qui revient. Une dernière intervention. Allez-y, activez votre micro. M. Kaloumé, activez le micro. Ma question ne s'adresse pas à M. Patrick, ça s'adresse à vous, M. Fonton. Oui, allez-y, je vous écoute. Pourquoi vous avez prévu l'élaboration du budget en octobre, le 19? Ça serait plus intéressant si vous ramenez ça un peu bien avant, parce que déjà, nous voulons entrer dans les phases de préparation de nos budgets et tout, l'élaboration des budgets. Ça allait être très intéressant si c'était avant les 19 ou même les 12, au besoin même en septembre ou au début octobre. Donc, prochainement, peut-être que c'est des choses qu'il faudra en tenir compte. Ça allait être très intéressant. Si nous recevons votre inscription, maintenant, vos inscriptions, nous pouvons changer la date, hein, monsieur Kaloumé. Regardez-moi le commercial là. Donc, remplissez la liste d'inscription et puis nous allons vous donner satisfaction. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je vous envoie la liste d'inscription dans la boîte de messagerie. Hein. Donc, ceux qui veulent s'inscrire à nos ateliers, vous avez les liens. Et nous serons contents de partager ces moments avec vous. Donc, merci à tous pour la participation. Une fois encore, merci à M. Gondo pour la disponibilité et le partage d'expérience. Et nous espérons que vous avez été satisfaits et que ça va vous donner des idées pour la suite. Si vous avez besoin de discuter avec lui, je pense qu'il a donné ses contacts, vous pouvez continuer. Sinon, vous pouvez nous faire appel, on va vous faciliter la mise en ligne. Merci beaucoup. Merci aux amis du Cameroun que j'ai vus aujourd'hui. NFC Banque, je pense, et à tous les autres que j'ai eu le plaisir de voir la présence dans nos webinaires. Cela nous motive davantage et cela confirme que ce que nous faisons a d'intérêt pour vous et nous allons continuer davantage. Merci à Mme Koulibaly, Mme Bazi du MUFED, Uclet, Jacques Sénat,
et Molongwe Papa Bobakassi de la CEP et tous les amis de SMICO, etc., à Kangeta de Copec, Walundu, en RDC, tout ce monde-là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonne soirée à tous. Alors, nous allons mettre en ligne l'enregistrement de la vidéo. Donc, nous allons vous l'envoyer, vous pouvez regarder encore davantage. Alors, on va aussi demander à M. Dondo s'il a des supports plus détaillés sur... Avec plaisir, oui. Et nous allons vous l'envoyer. OK? Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à très, très bientôt. Et surtout le 13 octobre pour notre prochaine affaire sur la réalisation des sûretés immobilières et gestion des contraintes qui sont liées. Merci et à merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.